Alors, on va débuter la dernière, je dirais, période de cette journée. Donc, le fameux débat nous rejoint, outre les deux intervenantes ce matin, Elodie Pat, qui est chef de projet transverse garantie d'origine chez Engie, qui va venir éclairer d'un côté un peu marché le débat. Alors, l'idée de ce débat, c'est bien entendu que vous puissiez continuer à poser vos questions. Il y en a déjà eu pas mal ce matin, mais l'idée, c'est qu'on rentre encore plus dans le cœur du sujet, de la granularité. Alors, moi, en tant que modérateur, je vais m'octroyer la première question et je vais inviter chacun des participants à essayer de répondre à ma question du mieux qu'il peut. J'attends pas forcément une réponse 100% affirmative ou négative, mais j'aimerais avoir quelques éléments de réponse. Alors, moi, quand j'essaye de présenter vraiment très simplement, je sais pas, ma mère, ma tante, les géos, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette situation, mais vraiment essayer d'expliquer à quelqu'un de la rue la garantie d'origine. Moi, je dis, vous voyez, c'est un petit peu comme une carte d'identité du mégawattheure injecté dans le réseau. Vous allez retrouver sur la géo, sur le registre, des indications de provenance, des indications de technologie, d'année, enfin, plein de choses. Et puis, comme la carte d'identité, ça a une valeur légale. Donc voilà, vous pouvez tracer du mégawattheure qui, sinon, n'est pas super facile à tracer. Donc ça, c'est un peu l'explication très simpliste que je donne et qui est un peu fausse, parce que la géo, c'est aussi une commodité. La plupart d'entre vous le savent très bien, c'est un marché, c'est un prix, c'est des incitations économiques. Et je me demandais, dans ce débat sur la granularité, finalement, est-ce que la question du pas annuel ou du pas mensuel et du pas horaire, il n'y avait pas aussi une question de faire coexister plusieurs utilisations de la garantie d'origine et du coup plusieurs systèmes? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas avoir une commodité qui, pour des raisons de simplicité, de liquidité, etc., est échangée au pas annuel ou mensuel, et une traçabilité légale au pas horaire? Donc voilà, ça c'est ma question, un petit peu longue. Et bon, je vais donner l'honneur aux femmes, donc Elodie, tu peux commencer. Très bien, merci beaucoup, bonjour à tous. Donc nous, côté Engie, notre objectif c'est de servir nos clients et nos clients au mieux. Nos clients, ils ont différents usages, ils ont différentes demandes, ils ont différents besoins de traçabilité. Donc un produit à multiples facettes, nous ça nous convient. On a des clients très avancés comme Google, avec qui on a déjà pu faire des contrats 24/7, qui nous demandent vraiment une traçabilité très fine. Donc on cite souvent les clients comme Google ou les grandes compagnies tech, mais on a d'autres clients, des clients. On a une chaîne de restaurants, alors c'est au Texas, c'est pas en France, mais on a une chaîne de restaurants au Texas avec qui on a signé aussi un contrat de traçabilité fine de la source d'électricité, un contrat dit 24/7. On a des clients qui sont intéressés par ça. On a aussi toute une autre gamme de clients qui sont intéressés par des offres vertes plus classiques, plus que celles comme on les connaît. Et pour nous, c'est important d'avoir cette cohérence parce qu'on est obligé, on se doit d'accompagner nos clients dans leur transition énergétique à leur vitesse et donc de trouver l'offre qui leur est la plus appropriée. Si je reformule la réponse, c'est finalement, la question de la granularité, c'est aussi de la question de ce que veut le client final, en termes de simplicité, en termes d'aspect économique aussi. Oui, il faut qu'on puisse répondre à la demande du client et cette granularité, donc le produit de marché, ce produit va nous l'apporter, mais avant tout, en fait, on a une demande à servir et c'est ça qui va nous driver. D'accord, et du coup, Yvan, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, comment démarrer ça? Alors, si j'ai bien compris la question, il y aurait une double vocation, une question traçabilité qui serait relativement distincte de celle du signal prix. La vocation
économique. C'est l'idée. C'est l'idée. Bon, Ok. comme le thème du débat, c'est est-ce qu'il peut y avoir les deux, je pose la question, est-ce qu'il peut y avoir les deux finalement? Ok. Alors, en fait, pour moi, désolé, je refuse la question. Non, mais je pense qu'en fait, on ne peut pas la distinguer. On ne peut pas la distinguer parce qu'en fait, c'est l'histoire que l'on raconte sur la traçabilité qui a pour objectif de créer un signal prix pour contribuer financièrement à la transition énergétique de diverses manières. Alors là, du coup, la granularité, que ce soit annuelle, mensuelle ou horaire, a différentes histoires, différents sujets à traiter, mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas distinguer les deux. Et je vais le poser autrement, la traçabilité ne peut pas agir seule, et en fait là je vous parle un peu d'un témoignage douloureux pour moi, parce que ça fait des années que je parle aussi avec des confrères qui sont dans le marché, qui font fonctionner le marché, d'ailleurs les personnes aussi qui ne sont pas forcément des acteurs économiques, mais les personnes qui s'occupent des registres, et en fait, il y a une chose que je mets sur la table, surtout dernièrement, vu qu'on est quand même dans une crise existentielle, une bonne crise existentielle, hein, ce débat il est positif dans l'absolu, hein, c'est si on fait que de la traçabilité, en sachant, je rappelle, moi je tiens coûte que coûte à l'idée que peu importe la granularité, peu importe alors je m'abstiens dorénavant de dire que c'est impossible parce qu'on m'a prouvé qu'il y avait des moyens techniques de le faire, mais bon, là c'est des questions techniques qui ne sont pas aujourd'hui proposées de quelconque manière que ce soit, mais en tout cas, aujourd'hui, rien ne permet de faire une traçabilité physique. Bon, une fois qu'on a dit ça, si on utilise des outils pour simplement revendiquer une traçabilité sans donner de signaux de prix, sans avoir un objectif d'incitation à l'investissement, on est dans un monde kafkaïen. On a inventé un système depuis quelques années, et en plus qui coûte de l'argent, qui remue de l'argent, qui crée des bénéfices pour des uns et des pertes pour les autres, sans objectif derrière. C'est-à-dire qu'on aime tellement les logiques de marché ou d'appropriation, de propriété privée, qu'on invente des choses qui n'existent pas pour se les distribuer et pour revendiquer des choses sans objectif. Là, oui, dans ce cas-là, je suis inquiet. Donc moi, je pars du principe que les deux sont intrinsèquement liés, sinon, effectivement, il faut arrêter tout de suite n'importe quel système de garantie d'origine et passer à d'autres projets. Alors maintenant, une fois qu'on a dit que c'est lié, chaque granularité a son objectif. Moi, en fait, j'ai sur ce débat annuel, on va le dire annuel versus horaire, le mensuel pour moi étant un sous-produit, une amélioration marginale du pas annuel, parce qu'il ne remet pas en cause un premier élément qui est, moi, un élément de crainte. Michael a beaucoup parlé de signal de prix. Moi, j'ai donné mon avis, donc je vais le réitérer. En fait, c'est une crainte qu'en fait, une granularité horaire ne puisse pas donner de signal de prix. Ce n'est pas tellement une question de complexité, c'est une question intrinsèque de la nature de la garantie d'origine. Je reviens encore et j'insiste là-dessus. Un signal prix dans le marché de l'électricité vient avec la peur du coût des écarts. Vous devez faire attention, si vous n'êtes pas équilibré, ça va vous coûter cher. La garantie d'origine, la contrepartie, c'est une légère augmentation de l'empreinte carbone. Si c'est au pas horaire, désolé, mais c'est négligeable. Et si votre cible n'est pas claire, si elle est entre X et Y%, eh ben, l'épaisseur du trait fait toute la différence sur votre additionnalité. Et concrètement, pour faire simple, dans une logique de trader, vous n'allez pas anticiper quoi que ce soit. Dès qu'il y aura une difficulté, ça veut dire que la difficulté ne va pas forcément se convertir en prix. Vous allez simplement renoncer à chaque heure qui sera compliqué d'avoir. Et donc dans ce cas-là, on perd toute la vocation. Je dis ça, c'est un doute. C'est parce que je pense que c'est un doute, surtout si on en fait une norme qui s'applique à n'importe quel acheteur. S'il y a des acteurs, soit individuels, très engagés, soit un groupe d'acteurs sectoriels qui acceptent de jouer cette règle-là, je pense que c'est un bon outil. Je pense que c'est un bon outil parce qu'il va être conséquentiel, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Il va avoir, dans ce cas-là, il va falloir mesurer les effets sur la décarbonation. Donc il y a cette crainte, ce doute. Je ne sais plus quel mot j'avais utilisé à l'origine, mais je voulais dire doute. Pour ce qui est de la crainte, c'est que je pense que si on le met dans une norme et qu'elle s'applique à tous, eh ben, ça va détruire ce qui a été construit actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être déçu des effets, mais il y a des effets. Il y a un business model qui fonctionne. On sait que la garantie d'origine est intégrée dans les PPA, on sait qu'il y a des PPA, on sait qu'il y a de l'argent qui revient dans les enchères. En Europe, c'est très marginal parce que les États ont fait des beaux efforts pour investir à travers l'argent public dans les énergies renouvelables, mais néanmoins, on voit que le système fonctionne et apporte financièrement une contribution à la transition énergétique. Et il y a un potentiel encore plus important si on regarde les éléments marginaux que j'avais proposés
de changer, notamment un pas annuel strict, quelque chose dont j'ai parlé, je ne vais pas revenir dessus, et qui pourrait rendre ça plus robuste, plus important, plus durable. Et donc, je peur que si on passe à du pas annuel sur une part importante des consommateurs, ça fasse baisser le volume total d'utilisation, et si ça baisse, il n'y a plus d'équilibre offre-demande de manière générale, et donc tout signal de prix qu'on avait obtenu et qu'on pourrait améliorer aujourd'hui risque de disparaître. Donc c'est un peu ça mes éléments aujourd'hui. Voilà, c'est ça que j'avais à raconter. Du coup, Michael, en réaction Je ne vais pas redire des choses que j'ai dites tout à l'heure, je vais plutôt peut-être du coup aller un peu plus loin dans ce qui a été dit là. Si je prends même un peu de recul, garantie d'origine au pas annuel ou mensuel ou journalier, presque peu importe l'instrument, il faut se dire pourquoi on met ça en place effectivement. On veut faire une transition énergétique pour mettre plus de renouvelables, moins de fossiles. Ok. Il y a un mécanisme qui est en place, qui existe, qui sert des besoins. Les attentes clients, mine de rien, c'est un élément qui a son importance pour savoir est-ce que le produit qui est fait, aussi complexe soit-il, aussi mathématiquement exact soit-il, on est très content, mais est-ce qu'il il répond à quelqu'un, à une demande. Du moment qu'on s'est dit ça, pour moi, la question, elle est essentiellement, ce que je disais tout à l'heure, sur avoir quelque chose qui nous permet de comprendre que le moment où je vais consommer, ce n'est pas anodin sur la vie du reste du réseau. Et si on considère que la garantie d'origine au pas annuel, ça n'aide pas à aller dans ce sens-là, alors oui, il y a probablement une pertinence à avoir, alors je ne sais pas si c'est un mécanisme parallèle, si c'est la garantie d'origine même qui est le bon vecteur, peut-être pas, je ne sais pas. Si on considère que ça permet, que c'est d'autres vecteurs qui doivent l'apporter, soit. En soi, je ne suis pas de position ferme sur est-ce que ça doit être la garantie d'origine qui porte ce signal ou pas. En tout cas, ce signal, il doit être donné. Aujourd'hui, on a des prix qui sont effectivement moins chers le midi, plus chers le soir, dans l'électricité, indépendamment des garanties d'origine, et pourtant, tout le monde ne s'est pas encore mis à mettre toute leur consommation le midi. Il y a des choses qu'on ne peut pas dans l'industrie. Dans le tertiaire et le résidentiel, il y a plus de choses qu'on peut faire. Et l'industrie, c'est moins que le tertiaire et le résidentiel en termes de consommation d'électricité, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas. Et donc voilà, sur est-ce que la garantie d'origine doit exister sous deux formes différentes, elle doit être plus fine, ou si on arrive à atteindre cet objectif-là que je décris de consommer au moment où on produit, que ce soit la garantie d'origine qui le porte ou pas, presque envie de dire peu importe. Du coup, en réaction à ce que vous venez de dire, alors c'est vrai que sur les marchés de l'électricité, surtout cette année, si vous regardez la France, sur printemps et jusqu'à, mettons, septembre, vous avez des prix qui sont très très bas en milieu de journée, presque zéro. Même en septembre, début septembre, quand il faisait encore à peu près chaud, vous aviez des prix négatifs ou zéro sur une très bonne partie de la journée. Et par contre, vous avez des prix à plus de 100 € le soir et puis des fois en début de matinée. Et si ça, finalement, ça n'incite pas les entreprises à décaler leur consommation ou à faire de la flexibilité ou en tout cas à consommer plus en milieu de journée et moins sur ces pointes, est-ce que vous pensez réellement que juste d'avoir des géos au pas horaire en plus du marché qui au pas qu'à horaire va faire quelque chose puisque là, ils ont une incitation quand même économique assez forte, plus potentiellement une incitation un peu, je dirais, environnementale, parce que même si elles n'ont pas de géo, elles peuvent dire qu'elles contribuent au système électrique, etc. Ce qui est vrai, même s'il n'y a pas de preuve légale, mais c'est vrai. Est-ce que vraiment les géos ne vont pas juste rajouter un peu de confusion au pas horaire là-dedans? Alors, je veux dire, les entreprises qui ne font pas de flexibilité, ou soit elles ne le peuvent pas, parce qu'elles n'en ont pas, soit parce qu'elles veulent éviter de la complexité. Je pense il y a quelqu'un tout à l'heure qui parlait de budget, enfin les entreprises qui ont des prix fixes pour toute leur électricité. En fait, celles-là, elles ne veulent pas de complexité. Elles ne veulent pas forcément avoir le prix le moins cher, ou soit elles veulent juste pas de complexité. Donc, c'est des enjeux finalement qui sont assez différents du signal prix ou du signal carbone. Je peux répondre, laisser la parole à mes voisins et voisines.
C'est un signal de plus, en fait. Effectivement, aujourd'hui, même si, en tout cas, au spot, on voit qu'il y a des très forts écarts, ça ne suffit pas pour que, massivement, tout le monde se mette à consommer le midi. Enfin, je suis d'accord. De se dire, on va rajouter, en termes de prix, c'est en plus marginal, un élément en plus, je veux dire, c'est un signal de plus. Ça me permet de réagir sur un truc que tu évoquais, Yvan, tout à l'heure, le fait de dire, vu que c'est volontaire, je n'y arrive pas, quel impact? Finalement, pas grand-chose. Je pense que ça se regarde. Typiquement, quand on a beaucoup de consommation, si ça fait des années qu'on dit je suis 100% vert, déjà de dire vous allez rire, en fait maintenant c'est 85, c'est difficile à tenir en termes de position. Donc si le système devient plus dur, il y a peut-être des cas particuliers, mais ça pousse à dire il va falloir s'améliorer en même temps que le système et donc pousser à faire des choses plus fines. Sur le fait que ça fait très peu d'impact sur l'empreinte carbone, il faut regarder le profil de consommation. Je le redis ce qu'on disait tout à l'heure, mais finalement, une entreprise qui consomme la même chose toute la journée, de dire il y a 4 heures par jour qui sont les 4 heures les plus chères et les plus carbonées, où je ne suis pas couvert en garantie d'origine bas carbone, ça peut faire beaucoup d'émissions, juste 4 heures. Et si je lis ce sujet-là, un sujet un peu plus financier, il y a de plus en plus un certain nombre d'entreprises qui lient certaines lignes de financement à des objectifs d'atteinte de réduction ou d'intensité carbone de leurs produits, ou etc. Si j'ai mis un Sustainability Linked Bond ou un Sustainability Linked Loan ou autre joyeuseté sur lequel je me suis engagé à réduire, etc., les conséquences, ça peut être financière assez vite, puisque si l'objectif n'est pas atteint, il faut compenser le gain de taux. Donc il y a des choses qui existent, en tout cas, qui peuvent aller dans le sens de ce signal, même s'il n'est que partiel sur la journée, et que c'est en plus d'un autre, c'est une bille en plus. Je sais pas ce que c'est. Moi, je préférais Moi, je partage le fait qu'un signal de prix, c'est peut-être plus compliqué, mais un signal de prix peut donner des incitations. L'idée, c'est déjà de faire bouger peut-être 1, 2, 3, les premiers en fait. Enfin, on peut essayer de faire bouger tout le monde, c'est peut-être l'ambition ultime, mais si déjà on arrive à déplacer un petit peu de consommation, c'est déjà pas mal en fait. Et donc un signal qui permet de déplacer de la consommation vers les heures solaires, il y a le signal prix des marchés de l'énergie qu'on connaît aujourd'hui. Un signal additionnel, ça peut être aussi rémunérateur. On sait que c'est difficile de faire du DSM, de la flexibilité côté demande, pour des questions souvent aussi de coût. C'est un coût pour le client qui le fait. S'il y a d'autres axes qui permettent d'avoir une valorisation supplémentaire, soit monétaire, soit en termes de compte à carbone, c'est un axe supplémentaire. Et je voulais revenir sur quelque chose que vous avez mentionné, on parle de, on était 100% vert, on va passer à 85% vert. Je pense qu'il manque quelque chose dans la phrase, c'est on était 100% vert en mensuel, on restera 100% vert en mensuel, on va passer à 85% vert en horaire. Je pense qu'il faut qu'on fasse de l'éducation sur qu'est-ce que ça veut dire ces pourcentages. On a peut-être utilisé ces pourcentages un peu rapidement jusqu'à présent, mais ils ont de la valeur, et ça a de la valeur d'être 100% vert en mensuel, même c'est déjà mieux que de l'annuel, mais ça a aussi de la valeur de dire qu'on est 100% vert en mensuel et 85% vert en horaire. Il faut réussir à trouver comment ça peut avoir une reconnaissance dans tous les systèmes. Est-ce que c'est des standards qui sont publiés ou des normes qu'on arrive à définir là-dessus? Je suis content d'avoir attendu, parce que en fait, je suis totalement d'accord avec ça. En fait, comme je parlais de cette crainte de destruction de valeur, c'est ça. C'est si on touche à ces cibles qui sont quand même assez engageantes pour beaucoup d'entreprises, ce 100%, si dans ce cas-là, on va sur une destruction, parce que tout le système, au pas annuel ou mensuel, encore une fois, ça c'est un détail, est basé sur le fait que des entreprises se sont engagées avec des objectifs. Et moi, je trouve ambitieux, en fait. Maintenir ce cap de 100% pour des grandes entreprises, par exemple à travers le RE100, c'est pas rien. C'est quelque chose qui peut avoir un impact assez fort. Et donc,
rendre ces cibles peu claires et du coup peu comparables et manipulables, ça c'est un danger. Donc du coup, quelque part, tu as résolu mon problème si en fait les entreprises qui démarrent le pas horaire ne quittent pas cette notion de couverture à 100%. Mais du coup, ça pose des questions fondamentales sur ce qui est en train de se jouer actuellement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va remettre en cause l'ensemble de la norme. Alors certes, il y a un petit cap, donc il y a ça exemple les petits, mais ce n'est pas les petits, hein, c'est les minuscules. Parce que 5 gigawattheures ou 10 gigawattheures, je suis désolé, on a quand même un gros bandeau de consommateurs et une grosse masse d'utilisation qui va partir. Et donc, là, on part sur un changement de norme qui va détruire cette valeur et on sait qu'elle existe et on sait qu'elle a un potentiel. On peut être d'accord ou pas sur c'est impressionnant ou pas, mais en tout cas, c'est empirique. Pour quelque chose qui est expérimental, de voir comment les entreprises vont se comporter face à ce nouveau signal prix, est-ce qu'ils vont jouer le jeu jusqu'au bout, etc. Donc moi, en conséquence de ce que vous dites, finalement, je dis, certes, l'outil, il a de la valeur, mais le mettre dans le cadre d'une norme internationale qui va changer totalement le paradigme actuel, c'est avant tout une destruction de valeur. Alors, je rappelle que la transition énergétique, elle s'inscrit dans le temps. On n'a pas forcément le temps de jouer les apprentis sorciers et de recommencer un nouveau paradigme. Ceci étant dit, j'avais proposé donc cette dualité et je pense que c'est des éléments de travail, parce que moi je m'approprie un peu ces termes que je trouve intéressants, de conséquentiel. Si on part sur un travail intéressant avec le pas horaire dans cette dimension conséquentielle, c'est-à-dire qu'un effet plus directement attribuable à l'entreprise sur l'effet des émissions évitées d'un réseau, alors là je pense qu'il y a effectivement un axe de travail hyper intéressant. Soit c'est dans cet univers-là, soit c'est dans un univers sectoriel, encore une fois. Si le monde des data centers est prêt à jouer le jeu ensemble en disant on parle la même langue et on va sur ces directions, je pense que c'est une super idée. Mais la norme, là, c'est avant tout une destruction de valeur de quelque chose qui est prometteur et qui est donc cette contribution marginale au financement des énergies renouvelables et de la transition énergétique qui a lieu actuellement, en fait. Je vais juste répondre. Je me suis peut-être mal exprimée. Le but n'est pas... nous, on pense qu'il faut le permettre pour les acteurs qui souhaitent pouvoir le faire, qui souhaitent pouvoir le mesurer. Il faut qu'on ait des standards de mesure, en fait, qui nous permettent de pouvoir comparer ce qu'un acteur fait avec un autre et qu'on compare vraiment des choses comparables. L'imposition d'un suivi et d'un taux de matching à un certain niveau, ça, pour le coup, on pense que c'est peut-être un peu trop tôt. Et donc, on est plus sur quelque chose de volontaire. Laisser les acteurs mesurer leur taux 24/7, enfin, leur taux de matching horaire, et non pas juste une imposition. Je rebondis, j'ai vu que... pardon, tu avais terminé ? Ouais. Non, mais juste parce que j'ai cru que tu levais le micro. Et comme je voulais juste rebondir, j'ai dû mal m'exprimer. Je ne parlais pas du tout d'imposer des taux. Hein. Je dis juste que la cible à 100% annuelle / mensuelle est quelque chose de volontaire, mais engageant, sur lequel beaucoup d'entreprises sont parties. Et il ne faut pas aller détruire ça. Et après, simplement d'inviter dans d'autres contextes une aventure au pas horaire, mais qui pour moi est encore expérimentale. Donc je pense que c'est important de la maintenir dans cet univers actuellement. Alors là, maintenant, je me tourne vers la salle, que j'invite à réagir à ce qui a été dit. Bonjour, du coup merci. Et ceci étant dit, est-ce qu'on n'aurait pas envie du coup de déréguler quasiment tout et en fait que les personnes aient la possibilité, sur base de volontariat, de faire leurs meilleurs efforts ou pas, en fonction de leur appétit pour cette transition climatique. Parce qu'en fait, à la fin, comme disait Mickaël, c'est un outil supplémentaire. Et aujourd'hui en France, on a un matching mensuel, mais on pourrait imaginer ne plus avoir de matching mensuel et avoir un matching annuel. Et en fait, les entreprises qui ont envie d'avoir un matching mensuel le font, les entreprises qui ont envie d'avoir un matching horaire le font. Et sur cette base de volontariat, qu'elle soit via des mécanismes, j'imagine, de mise en avant de verre, etc., plus mise en avant que d'autres entreprises. Je peux poser une question ?
Vraie question. Oui. Pourquoi vouloir déréguler ça et dire faisons un pas vers en étant moins 10 ans sur la précision? Quel serait l'objectif de faire ça? D'avoir moins de barrières à l'entrée pour des acteurs qui souhaiteraient juste aujourd'hui, par exemple, qui ne le font pas, parce que c'est du volontariat, qui souhaiteraient, par exemple, participer à ce mécanisme dans la mesure de leur capacité opérationnelle ou technique, et petit à petit peut-être s'améliorer en fonction de leurs possibilités. Ce que je voulais dire, c'était plutôt imposer un matching horaire. Effectivement, ça peut déconstruire de la valeur, comme disait Ivan, si c'est généralisé à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que ça m'a juste fait penser, en mode plutôt réflexion-remarque, en partant de ce principe, on pourrait avoir quelque chose de dérégulé et chaque acteur est libre un peu de sa propre politique d'investissement dans le renouvelable. T'as une autre question? Non, j'ai peut-être proposé un élément de réponse, mais vas-y. Moi, je veux bien rebondir sur ce point-là, parce que finalement, tout à l'heure, on disait que l'objectif, c'est d'inciter les acteurs à acheter des garanties d'origine pour augmenter la demande et créer une tension sur le marché pour créer de la valeur. Et finalement, aujourd'hui, on a du mal à générer cette demande et à la faire augmenter plus rapidement que ce qu'on voyait tout à l'heure sur les graphes, même si ça augmente pas mal. Finalement, si on apporte énormément de complexité, j'ai peur que les corporates fassent plutôt demi-tour et se disent bon bah c'est trop compliqué, j'arrête ça et puis je me concentre sur d'autres efforts. Et seuls finalement les gros qui poussent à ce type de solution pourront le faire. Et finalement, bah, on aura chamboulé tout le marché pour quelques gros. Et donc on aura tiré... Enfin voilà. Peut-être un élément de réponse rapide. J'ai l'impression que tous les trois, on est d'accord sur une chose, de dire on n'est pas en train de parler de changer les obligations. De rendre possible certaines choses avec une grammaire partagée pour qu'on puisse comparer les choses. Et en fait, sur les sujets environnementaux, il y a toujours eu des pionniers qui ont testé des choses, qui ont fait des claims en disant ben, nous on a fait ci, on a fait ça. Alors, en France, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre réglementaire, c'est 2007, c'est le Grenelle de l'environnement. Il y a des boîtes qui faisaient déjà des calculs d'empreinte carbone avant, puisque la norme elle est plus vieille, le GHG protocole, ça date de la fin des années 90. Et en fait, qu'ils faisaient d'une certaine manière, qu'ils faisaient des claims d'une certaine manière, puis c'était des pionniers, et puis après on a dit bon bah c'est la réglementation, tout le monde le fait tous les 4 ans. Ok. Bah, ils se sont mis à explorer autre chose. Et puis après, la réglementation a évolué. Si je poursuis cet exemple-là, la CSRD, ça a plein d'inconvénients, c'est compliqué, c'est tout ce qu'on veut, mais ça demande énormément d'informations à toutes les entreprises. Mais il y en a certaines qui disaient déjà, mes risques opportunités de transition, c'est ça, mes risques physiques, c'est ça, mon plan d'investissement, c'est ça. Bon, bah, maintenant, on dit, ok, bah, toutes les entreprises au-dessus de telle taille, vous le faites, et les pionniers, ils vont encore aller chercher autre chose. En fait, c'est un peu comme ça que j'imagine ce système-là, où il y en a qui le faisaient déjà avant que les garanties d'origine soient ce qu'elles sont aujourd'hui, qui essaient de faire des choses. On dit ben la règle pour tout le monde, pour être comparable, pour pouvoir faire des claims, c'est celle-ci. Laissons ceux qui veulent aller plus loin le faire dans un cadre comparable. Peut-être que la règle, le niveau de base pour tout le monde va évoluer ou pas. Mais en attendant, c'est intéressant de ceux qui cherchent à aller un peu plus loin, de leur donner les outils pour le faire, enfin, je crois. Oui, je partage totalement, et donc de donner les outils, mais d'avoir un certain standard afin de pouvoir mesurer et comparer en fait. Donc on va avoir des personnes qui vont partir un peu en pionnier, sûrement sur certaines offres. C'est important de pouvoir le mesurer, d'avoir quelque chose qui nous permet de comparer. Si on laisse la porte ouverte à peut-être trop d'excentricité, à la fin, on pourrait avoir un problème de se poser la question, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on a vraiment réussi à faire ce qu'on souhaitait faire? Donc, certains standards permettraient de cadrer un petit peu sans qu'ils soient imposés. J'en mets une troisième couche. En fait, pour revenir sur le thème de la réglementation, non, moi je pense qu'au contraire, là on parle d'harmoniser, d'essayer de rendre une cohérence globale de l'ensemble de ces règles, qu'elles soient dehors de la directive européenne. Espérons-le aussi que les États aient envie de jouer le même jeu au maximum. Après, je rebondis sur une remarque qu'on m'a fait tout à l'heure. En fait, les États nous font un cadeau d'offrir ce cadre réglementaire. Donc, moi je pense qu'il faut apprécier ce cadeau et essayer de le maintenir, éventuellement de l'améliorer. Et en fait, je ne sais pas si vous aimez les ouvrages d'économie, mais il y avait... Alors, j'ai plus l'auteur, mais il y avait un
un économiste qui parlait de nudge, donc c'était toute cette notion d'incitation. Donc encore une fois, moi je mets face à ça à toutes les méthodes de coercition, parce que la taxe c'est de la coercition, et elle a sa valeur, hein, il ne faut pas l'enlever, mais voilà, là c'est la possibilité d'accompagner de plus en plus les acteurs de manière douce, j'ai envie de dire, vers une contribution à cet effort pour la transition énergétique. Donc je pense qu'au contraire, il faut aller vers plus de réglementation. Et pour revenir sur le caractère, actuellement on ne parle pas de toucher à des choses obligatoires. Eh bien si, parce qu'en fait les normes, alors certes c'est pas obligatoire, hein, tout le monde peut essayer de calculer son empreinte carbone et ensuite faire des actions, mais les normes du GHG protocole, et donc qui vont être ISO GHG protocole, c'est une incitation extrêmement forte. En fait dans un marché volontaire, on ne fait pas ça juste pour plaisir, les acteurs veulent le faire de manière volontaire parce qu'ils sont soucieux de leur image. Moi, je veux dire, je veux désacraliser ce qu'est une entreprise, c'est une personne morale qui est là pour faire du bénéfice, mais pour faire du bénéfice, elle a besoin de jouer avec l'ensemble de ses parties prenantes, elle a besoin d'être acceptée, d'acceptabilité sociale. Ce qu'on lui a offert, là, c'est la revendication de déterminer une origine et derrière son empreinte carbone. À nouveau, c'est vrai que c'est un très beau cadeau et je pense que c'est ce qui fait grincer des dents certains experts ou d'autres personnes qui s'intéressent au sujet. Mais je pense aussi qu'en fait, ça a eu un effet très positif et très prometteur et donc il faut protéger, pareil au niveau de la norme, la rendre la plus acceptable et crédible et aussi être soucieux des effets qu'elle produit. Mais jeter le bébé avec l'eau du bain en voulant passer sur un changement de paradigme, si, on est en train de changer fondamentalement des règles qui ne sont pas d'ordre obligatoire, mais extrêmement incitatives. En réaction peut-être là-dessus, sur le fond, tout le monde est là avec le même objectif, donc on pinaille forcément sur des détails. Mais le GHG protocole, en l'occurrence, on parle de normes et de cadres de reporting, c'est celui-là qui est derrière. C'est pas la Commission européenne, c'est pas des élus derrière qui doivent des comptes à des contribuables. C'est des groupes, beaucoup de groupes, des groupes d'experts, des groupes d'entreprises, des groupes d'intérêts, etc., etc. On peut être certain que les plus grosses entreprises du monde qui achètent des garanties d'origine sont dans ces groupes de travail. Donc le fait de penser ce que je ne pense pas, que s'il y a pour des gros sites, parce que c'est ça le sujet des gros sites consommateurs, on demande quelque chose de plus fin, ça revient à dire on jette le bébé avec l'eau du bain, je ne crois pas, et surtout il y a plein d'acteurs impliqués et impactés par ça qui peuvent donner leur avis au moment où c'est rédigé. Et c'est pour ça que ça prend des années, et c'est pour ça que c'est en 2027 où on aura des règles. Donc peut-être que il y a la maturité de même ces consommateurs de garantie d'origine et des mécanismes autour feront qu'ils arriveront à trouver une solution qui leur permet d'être un peu plus ambitieux sans justement qu'ils se sabordent eux-mêmes, puisqu'ils font partie des groupes de travail qui définissent le GHG. Ça a plein d'inconvénients, mais il y a tellement de monde qui sont consultés, c'est que tout le monde aura pu donner son avis. Voilà, c'était juste sur la façon de le constituer, c'est un tout petit peu différent de ce qui peut venir de la Commission européenne, par exemple, où c'est il y a en théorie moins d'intérêts privés et plus d'élus. Dans le GHG, il y a aussi des intérêts privés représentés. Oui, je me permets de demander 2 ou peut-être 3 questions. Premièrement, est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous qui pense que c'est mieux de faire 80% 24 sur 7 matching, ou est-ce qu'il devrait, les entreprises qui veulent faire ça devraient être à 100% à l'échelle annuelle d'abord, et dans ça, ils peuvent matcher le plus que possible jusqu'au point qu'ils sont satisfaits. Première chose. Deuxième chose, sur le signal de prix, les investisseurs qui font des investissements à long terme sur l'énergie renouvelable, ils veulent la confiance dans un prix fiable des GEO qui peut être atteint avec les GEO par mégawattheure s'il y a du tension dans le marché. Mais si on passe à un système de 24/7, les prix vont être hyper variables selon l'heure de production, et les prix vont exister simplement si quelqu'un paye pour les heures les plus chères. Mais même si on paye, et si il y a ce signal de prix qu'ici il y a un manque de supply d'énergie renouvelable, ça va être différent chaque heure, chaque jour, et il n'y a pas de prix
de confiance pour les investisseurs. Est-ce que j'ai raison ou non? Merci. Je vais essayer de répondre à la deuxième question. Donc, si je vais juste reformuler la question. La question, c'était sur, avec des prix horaires des garanties d'origine, on a une plus forte volatilité un plus grand risque-prix sur les PPA, parce qu'aujourd'hui, on considère que les garanties d'origine sont à prix fixe sur le long terme. On peut voir qu'il y aura une plus forte volatilité. Cette volatilité, elle est déjà là, est déjà présente dans le prix de l'électron. Donc ça veut dire qu'on duplique peut-être, oui, ce risque-là. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la valeur de cette intermittence qui produit à certains moments? Est-ce que c'est pas, je ne sais pas, est-ce que c'est sa juste valeur ou pas? Est-ce que ça reflète aussi quelque chose qui est déjà présent? Donc, est-ce que c'est plus ou moins? Il faudrait voir en fait comment ça va se comporter. Mais je pense que l'acteur fait déjà face à ce risque-là. Peut-être que ce sera un tout petit peu plus. Mais ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, à mon sens. Plutôt en phase avec cette réponse-là, sachant qu'effectivement, il y a, pour tout moyen de production, en fait, injecté sur réseau, pas forcément que renouvelable, il peut se rémunérer de plein de façons, et ces rémunérations, elles sont toutes plus incertaines les unes que les autres, sauf si on fait un PPA sur long terme, je suis d'accord. Mais effectivement, la variation du spot de jour en jour, c'est une chose. Il y a certaines capacités qui peuvent jouer sur des mécanismes de capacité qui ne sont pas sûrs de remporter les enchères l'année prochaine. On peut jouer sur différents mécanismes de réserve de fréquence, on peut jouer sur des mécanismes de flexibilité. Enfin, tout ça, il y a de la certitude. Donc effectivement, ça rajoute une couche d'incertitude. Le marché électrique, à chaque fois qu'on a un problème, on rajoute un autre marché par-dessus. Bon, c'est ce qu'on a fait depuis des années. C'est souhaitable ou pas, c'est une bonne question. Mais je ne sais pas si c'est cet indicateur-là qui finalement... Enfin, il y a déjà une complexité, ça en rajoute peut-être pas tant que ça. Sur le premier point, moi j'ai un peu donné déjà mon avis. Je vais compléter un peu, ça dépend d'où on est peut-être, mais souvent les entreprises raisonnent de deux façons différentes sur leur plan de décarbonation. Je raisonne très entreprise, alors il y a aussi des particuliers qui ont un gros bout dans l'équation. Mais en tant qu'entreprise, elle raisonne soit en disant cette année je vais mettre 10 millions d'euros dans mon plan de décarbonation et je regarde qu'est-ce qui rentre dans 10 millions d'euros. Et on peut rentrer des actions, on dit ben voilà, mes 10 millions ils ont donné tant, soit on raisonne par euros à la tonne de CO2 abattu. On peut dire ben, tout ce qui est cette année, tout ce qui est en dessous de 60 euros par tonne de CO2 abattu je fais, puis l'année prochaine je regarderai 70, puis l'année d'après 80. Et en fait, je tourne en boucle, hein, mais il est possible que le 100% couverture ENR versus, avec un pas annuel versus 80% en 24/7, il faut compter, là j'ai pas la réponse, ça dépend du pays, et versus du coup 80% de 24/7 et un investissement dans autre chose qui électrifie un usage, je ne sais pas lequel fait baisser le plus en émissions de CO2 et donc je ne sais pas dire lequel en euros par tonne de CO2 est le plus efficace. Il faut regarder, mais par principe, pour ma part en tout cas, je ne me dis pas il faut faire 100% NR et on verra après. Je me dis qu'est-ce qui est le plus efficace en coût et en CO2 abattu. Alors, j'arrive, du coup, comme je suis le dernier, maintenant j'ai 4 choses à dire, il faut que je m'en souvienne. Mais la première, elle est simple, hein, sur l'objectif de 100%, je pense qu'il est très important pour les raisons que j'ai expliquées, distribution de valeur de manière générale sur la contribution actuelle du système. Le deuxième point, si, c'était sur la conversion en fait, des signaux de prix spot en forward. Alors, je ne sais pas qui fait déjà des PPA ou qui a l'habitude de traiter la courbe et comment la convertir. C'est déjà un exercice assez fastidieux de convertir 4 ans de futur ou de forward ELEC dans des prix, dans des pricing de 15 ans. Et là, je ne parle même pas ensuite de l'attribuer à un actif qui est fatal. Donc ça, déjà, c'est d'un point de vue d'un PPA, c'est pas... Oui, on a l'habitude, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y en a pas tant que ça. C'est quand même un exercice extrêmement compliqué. Convertir des signaux spot horaires que, encore une fois, je pense improbables,
en forward de la géo qui serait relatif au profil de production de l'actif considéré. Désolé, mais je ne pense pas que ça va être possible de l'intégrer dans une négociation de PPA. Donc je ne pense pas que la géo pourra être pricée dans ce genre de mécanisme. D'ailleurs, il y a déjà des documents qui sont présents, et d'ailleurs des documents des fois qui essaient de démontrer la pertinence du power, qui montrent que finalement il y a très peu de signaux pour des PPA greenfield possibles avec une géo au pas horaire. D'ailleurs, ça se comprend, c'est contre-intuitif, ce ne sont pas des moyens de production qui contribuent à l'équilibrage. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un conflit entre additionnalité telle qu'on la voit aujourd'hui et la proposition de résolution de problèmes de la géo du pas horaire. Je n'ai que 3 points, j'en ai oublié un. Donc du coup, je vais rester là-dessus, et puis si jamais ça revient, je me permettrai de recommencer. Bonjour à tous, Hubert Roy, Green Access. C'est un débat hyper intéressant. Je trouve que déjà, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde reconnaît la garantie d'origine dans son utilité. Ça, c'est un bon point de départ. Finalement, quand on vous écoute, Mickaël et Elodie, on entend que dans une volonté d'aller chercher un rapprochement au plus près entre la consommation de son client et sa décarbonation, c'est offrir un produit avec une granularité plus importante. Moi, ce que je vois aujourd'hui, ce que je perçois avec les clients avec qui j'échange, c'est qu'il y en a qui se réfugient dans le volontaire et qui donc vont dans le très engagé. Il y en a d'autres qui se réfugient dans le réglementaire et donc parfois font des choses pas très recommandables d'un point de vue décarbonation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait plus pertinent de monter le niveau du réglementaire en termes d'exigence que de commencer à partir encore trop loin dans le volontaire? On risque de perdre et de créer en fait un écart hyper important entre ce que la réglementation demande et ce que le volontaire pourrait encourager. D'autant que j'ajouterais à ça que finalement, si dans un premier temps on uniformisait le traitement de la garantie d'origine au pas annuel strict avec potentiellement aller jusqu'au mensuel, ce qui me semble pertinent, on peut tout à fait aller dans un fléchage horaire, puisque quand on fait l'émission d'une garantie d'origine, on part du fichier de production de la centrale et de l'actif, et donc potentiellement encourager des acheteurs qui veulent plus de performance en termes de décarbonation à acheter sur des actifs fléchés, et donc on va pouvoir réconcilier derrière au pas horaire par rapport à ce qu'ils ont effectivement récupéré. C'est un bon moyen dans un premier temps, avant de commencer à créer un produit qui lui-même peut créer du doute et trop d'écart en fait entre les différents produits disponibles. Donc, on est aussi là pour pouvoir accompagner nos clients. Si on a des clients qui demandent des choses très 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 poussées, très experts, on veut pouvoir aussi les accompagner dans ce monde. Donc il faut qu'on ait les instruments qui nous permettent de le faire au mieux pour assurer vraiment une traçabilité fine. Après, on a un panel de clients qui est divers. Je ne sais pas combien il y a de clients en France ou même de clients en Europe. C'est immense, avec des attentes différentes, des besoins différents et des chemins différents. Donc il nous faut une gamme de produits qui permet d'adresser toutes ces attentes. En termes de réglementation, une plus forte harmonisation européenne, oui, ça serait souhaitable en termes de gestion, en termes aussi de comparaison des différentes offres, au même titre que d'avoir une sorte de... je ne sais pas comment on pourrait l'imaginer, mais une sorte de ranking des différentes offres, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Ça apportera aussi de la clarté dans les engagements des différents acteurs. Après, c'est un chemin qui est long, c'est un chemin qu'on doit mener tous ensemble. Et je pense qu'on est tous là convaincus qu'il faut avancer dans une certaine direction. En réaction rapidement, oui, bien sûr, il faut essayer d'homogénéiser les choses avec, oui, si on est capable de dire on fait du mensuel partout en Europe et c'est le nouveau standard et on monte le niveau de jeu déjà du minimum, bien sûr que ça va faire indépendamment de tout le reste. Je vais élargir un peu avec une touche d'optimisme. C'est Adam, je crois, qui disait ce matin, qui était plutôt pessimiste sur l'ambiance en ce moment. Oui, c'est sûr que voilà, on voit certains reculs qui nous mettent pas forcément en joie. Je choisis de voir le verre à moitié plein. Le slogan de notre entreprise, c'est avec lucidité et enthousiasme. Je vais faire marcher l'enthousiasme pour cette fois. Il y a un certain nombre d'entreprises, même dans ce contexte, qui ont envie d'aller plus loin.
Et on parle beaucoup des reculs. Il y a des entreprises qui font des reculs, qui diminuent certains engagements, qui se contentent justement de dire bah non, si le réglementaire diminue, je diminue mes objectifs, on va pas, j'ai pas de raison d'aller plus loin. Mais il y en a toujours un certain nombre qui ont envie d'aller plus loin. Leur donner des billes pour jouer, ça a aussi un intérêt pour entraîner les copains demain. Donc augmenter le niveau de jeu de tout le monde et uniformiser des choses, oui bien sûr, complètement en phase, que c'est même prioritaire par rapport au reste. Le fait, sans que ce soit obligatoire, d'avoir des choses pour jouer et aller un peu plus loin, pour ceux qui ont toujours envie d'investir là-dedans et qui se disent, indépendamment du réglementaire, on a un intérêt à travailler sur ces sujets, je pense que ça a aussi un intérêt pour entraîner. C'est une touche d'optimisme. Il y a une demande de consommateurs pour du matching horaire. C'est pas que les Google et compagnie. Hein. Elodie vient de mentionner une chaîne de restaurants, par exemple. Et toi, Yvan, aujourd'hui, tu disais, si c'est fait dans certains secteurs spécifiquement, c'est une aventure, mais pourquoi pas l'encourager? Dans ce cas-là, pourquoi pas donner à ces gens-là un instrument, d'une garantie d'origine au pas horaire, sans imposer néanmoins à tout le monde de faire du matching horaire. Donc, je mets de côté les discussions GAG, protocole, etc. Je parle de la France. Pourquoi en France, on ne ferait pas des garanties d'origine horaire? On change de registre actuellement pour passer à Grexel qui permet de gérer des garanties d'origine horaire. C'est un produit qui sera off the shelf, disponible dès la fin de l'année de la part de Grexel. Donc pourquoi on ne donne pas cette possibilité à ceux qui veulent faire du matching horaire de le faire proprement, avec un outil qui évite le double comptage, qui évite des choses beaucoup plus compliquées, avec de lier des garanties d'origine qu'on fait soi-même avec notre propre technologie, etc. Pourquoi on ne fait pas ça? Et puis il y a des obligations de matching horaire légales, RFN Bio, etc. S'il y avait un outil des garanties d'origine horaire pour ces use cases-là, ce serait quand même plus pratique pour éviter le double comptage, etc. Donc je me demandais si l'association par exemple Thiers Vert avait une opinion sur le sujet, et est-ce qu'elle poussait activement pour qu'il y ait des garanties d'origine horaire en France? Merci. Alors je vais répondre en refusant de mettre de côté la discussion du GAG protocole. On met de côté la discussion sur le GAG protocole. Parce qu'en fait, je crois, je ne sais pas si ça transpire dans ce que je raconte, j'ai à la fin mis beaucoup d'éléments critiques sur le pas horaire, mais c'est toujours dans le cadre de cette négociation avec le GAG protocole, justement, parce que je parle des grandes masses, de l'effet sur les marchés, etc. Donc, du coup, j'ai du mal à la dissocier, parce qu'en fait, je ne suis pas contre l'outil du pas horaire. Encore une fois, pour moi, c'est un outil intéressant qui, dans une approche d'émissions évitées, si toutefois on arrive à prouver ça, parce que c'est pas suffisant de dire on est au pas horaire. Pardon, mais ceci dit, bon, pour faire simple, je ne suis pas contre qu'il y ait un outil. Après, est-ce que ça doit être la garantie d'origine? Est-ce que ça doit être pris en charge par le registre? Ou est-ce que c'est le registre au pas mensuel et ensuite il y a les courbes de charge qui sont tracées dans le cadre du respect des annulations de garantie d'origine au pas mensuel? J'en sais rien parce que moi je ne m'intéresse pas spécifiquement au sujet. Mais quoi qu'il arrive, je ne suis pas contre l'outil. Je suis contre le fait que ça généralise, que ça devienne du coup l'outil nécessaire pour faire ce lien avec l'empreinte carbone qui va démotiver un volume important de consommateurs. C'est ça qui m'inquiète. Ceci dit, j'insiste sur le fait que ce qui est intéressant, c'est l'effet conséquentiel du pas horaire. Il est potentiel, mais il n'est pas automatique. Et je vais raconter quelque chose de simple. Moi, je viens d'une société, on ne peut plus la nommer comme ça officiellement, mais moi, j'ai le droit, vu que j'en fais plus partie, c'est la Compagnie Nationale du Rhône. Bon, la Compagnie Nationale du Rhône, pour rappel, c'est le deuxième plus gros producteur hydraulique et donc producteur d'électricité en France. Et il a en charge l'ensemble des barrages hydrauliques fil de l'eau du Rhône. Eh bien, on produit au minimum dans les 5 TWh ou plus de base. Et donc, en fait, on a comme ça un tampon extrêmement important, et je parle que de la CNR, mais il y a comme ça, alors je ne parle même pas si on est dans une logique décarbonée, alors là en France, écoutez, l'effet conséquentiel il devient vraiment très limité. Il faudrait l'attribuer, ce pas horaire, à déjà quelque chose d'additionnel dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, on rentre dans un jeu intéressant, mais si on venait juste sur du pas horaire pour s'amuser à faire du matching, en fait en France on n'a pas de problème à résoudre, on n'aura jamais d'effet de cet outil tel qu'on le propose comme ça, ce que je veux dire. Si c'est adossé à de l'additionnalité, alors là d'accord, on discute, parce que est-ce qu'il doit gérer par rapport à un PPA cumulé, éolien plus solaire, enfin je vous laisse avoir toute la créativité sur ce sujet-là.
Mais voilà, c'est pour dire que ça ne va pas de soi, qu'il y a un effet conséquentiel du pas horaire. Il y a un potentiel, mais ça ne va pas de soi. Donc je ne suis pas contre l'outil du tout. Il faut à chaque fois qu'il soit mis dans ce cadre conséquentiel. Et je suis surtout, et je refuse désolé de ne pas parler du GHG protocole, ce qui m'inquiète, c'est justement que ça devienne une norme qui, elle, joue sur le système actuel qui a besoin de masse. Voilà, Blessarocki, registre national EX. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un appel d'offres. Un appel d'offres, si vous demande de faire, évidemment, la possibilité de faire du granulaire, on doit y répondre et on doit le développer. Si dans l'appel d'offres, il n'y a pas le granulaire, c'est pas dans une obligation de le mettre en place. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on regarde. On a un pilote qui a été mis en place, qui est en train d'être développé en Irlande avec Rexel pour voir comment ça devrait fonctionner, parce qu'il y a beaucoup de problématiques liées à l'utilisateur du registre, parce que c'est pas la même chose comme un fournisseur qui peut proposer une solution adaptée à un client et proposer ça à tous les utilisateurs du registre. Il y a un dimensionnement du registre auquel il faut penser, il y a des interfaces, et puis après il faut regarder comment on récupère les données côté gestionnaire de réseau, donc tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, et puis il y a un coût, et il faut qu'il y en ait les revenus associés. Donc tout ça, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, surtout quand on voit que ce sont des initiatives qui sont quand même minoritaires. Appliquer à tous un service public, quelque chose qui est très spécifique. Disons que nous, si on a le besoin, et il y a la demande, et que derrière on peut couvrir ses coûts, évidemment c'est quelque chose qu'on peut développer si la DGEC a aussi envie de développer ce point-là. Voilà. C'est tout pour moi. Donc, merci beaucoup. Donc effectivement, EX, ils sont en délégation du service public. Comme je l'ai dit ce matin, le propriétaire du schéma, c'est l'État. Voilà. Donc c'est pas volontaire parce que c'est la directive sur l'énergie renouvelable qui le dit. Donc effectivement, et merci beaucoup pour le travail, EX, pour le travail qu'il le fait et pour cette réponse. Et par ailleurs, telles que les choses sont aujourd'hui, vous pouvez me confirmer ou non, une garantie d'origine, c'est un petit fichier XML. Donc il y a de l'informatique dedans, on va aller passer en dynamique, au power. Comme vous le dites, rien déjà qu'on parle toujours du premium, bon, on va annoncer la couleur si jamais on va étudier la question. Donc là, on va renvoyer la balle dans le camp de parties prenantes, hein, s'ils veulent y aller ou non dans ce sens. Et puis, toujours aspect temporalité, là je pense qu'on est plutôt au pas annuel, parce qu'il y a déjà un marché public qui a été conclu et on ne peut pas le modifier comme ça. Donc il faut attendre la fin et puis il y aura à nouveau une mise en concurrence. Donc moi, effectivement, la DGEC elle a été toujours ouverte à la concertation et de regarder le pourquoi du comment. Et après, je prendrai la parole après pour mes questions relatives à l'intervention. Et merci beaucoup, Alex. Alors, bonjour. Moi, j'ai une question, mais c'est pour tout le monde en fait. C'est à l'issue de cette journée, j'aimerais bien savoir qui est pour une garantie d'origine au pas horaire. Si les gens qui sont pour le pas horaire peuvent lever le bras. Alors c'est pas clair la question. Là aujourd'hui, en gros, on est en train de se dire est-ce qu'il faut passer les garanties d'origine au pas horaire sur le traitement, est-ce que ça aura un impact positif sur le carbone, etc. On a chacun nos avis. Moi, je travaille sur la rédaction de cette norme, j'ai un avis qui est personnel. J'aime bien avoir l'avis un peu de mes confrères et des gens qui travaillent ou qui sont liés à ce secteur. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est suite à tous les échanges que nous avons eu aujourd'hui, qui ont expliqué quelque part des avantages et des inconvénients de passer cette garantie d'origine à un pas horaire dans l'analyse de traitement et évidemment la vente du produit, je voudrais savoir un peu sur un sondage de la salle qui est favorable sur cette base-là à la garantie horaire. Donc si ceux qui sont favorables à la garantie horaire peuvent lever le bras. Est-ce que je peux intervenir? Parce que ça, on est face à tous les dangers des sondages là, parce qu'effectivement, pour ou contre, qui peut être contre un outil qui potentiellement crée des effets positifs? Dans ce cas-là, non mais ce que je veux dire par là, c'est que moi si vous me demandez est-ce que je suis pour ou contre une géo pas horaire, sans contexte, est-ce que c'est imposé à travers la norme, est-ce que c'est, je suis pour, mais est-ce que ça alors ça par rapport à tout ce que je viens de dire. Ok, je vais juste, parce que vous sachiez que ceux qui travaillent en normalisation, c'est une question moins polémique celle-là déjà, qui travaille en normalisation, voilà.
Quand on travaille sur les normes et les standards, on prend position. C'est-à-dire qu'on dit si on est pour ou on est contre. Et donc c'est pour ça que je demande ça. Je dis simplement, aujourd'hui, nous, on est interrogés. Moi, je suis interrogé sur ces sujets. Est-ce qu'il faut passer ou pas? J'ai un avis. Je regarde un peu si aujourd'hui on est dans une profession qui est liée à ces choses-là. Je veux savoir si cet avis est partagé, c'est juste ça. Alors dans ce cas-là, qui est pour ou contre que le pas horaire soit la norme internationale pour l'attribution de la source d'énergie et par conséquence du bilan carbone? Oui, la question a été mal posée. Non, bien posée mais incomplète. Qui est pour? Là, ça y est, c'est parti. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec le sondage non anonyme, avec les étiquettes et la caméra. Tu voulais pas... Couper la caméra, je pense, les gens seront moins timides pour répondre. Il ne faut pas d'image ni de son. Et puis, Mais justement, enfin, là-dessus, blague à part, ça fait 5 heures qu'on parle du sujet, il y a plein d'éléments qui ont été abordés, il y a des éléments techniques, il y a des éléments organisationnels, des éléments sur le marché, sur la demande, sur la production, etc. Ça pousse à dire c'est plus compliqué que oui ou non. Ça dépend pourquoi faire, ça dépend pour qui, ça dépend à quelle échelle, est-ce que c'est obligatoire. Je suis d'accord que quand on produit de la norme, à un moment, il faut bien dire quelque chose. Je comprends la problématique tout à fait. Mais je ne suis pas certain qu'après X heures de discussion, où il y a plein de points de vue différents qui ont été donnés et des angles de chacun par le droit différent, on puisse dire de façon fermée, enfin peut-être je suis le seul à penser ça, blanc ou noir. Justement, on a dit, il y a plein de nuances de gris et en fonction de ce qu'on a envie de faire, on n'utilise pas la même nuance de gris. Enfin, là c'était pas très gris, là, la première réaction. Si je suis un tout petit peu taquin, mais ça m'intéresse d'en discuter avec vous, avec les deux personnes de X et de la GEC tout à l'heure, j'étais un tout petit peu étonné quand on dit est-ce que c'est souhaitable de dire oui mais c'est difficile et des développements ici. Oui, mais ça ne change pas la question de est-ce qu'on trouve ça intéressant comme idée collectivement. La tuyauterie, elle peut être très compliquée et coûter cher, et après c'est dire voilà ça coûte tant et voilà la conséquence. Mais ça ne change pas le est-ce que c'est souhaitable ou pas Oui, pourquoi aujourd'hui c'est pas le cas, d'accord. Oui, mais voilà. Oui. Peut-être juste pour éviter de tomber dans l'écueil d'une exposition publique en effet, et puis aussi de ce choix un peu abrupt, oui, non, il y a des outils qui existent, notamment l'aspect consultatif, lancer des consultations, et ça serait peut-être voilà, dans le futur une idée, aussi une manière de prendre le pouls des acteurs et du marché, de la part des pouvoirs publics, de lancer des consultations sur ce sujet où les acteurs puissent s'exprimer et étoffer un peu plus ce qu'ils souhaitent et voilà, de la garantie d'origine au pas horaire, pourquoi, pour quand, dans quel cadre aussi réglementaire ou comment, enfin dans quelle voilà, et quelle méthodologie en fait supporterait l'utilisation de ces garanties d'origine au pas horaire. Donc voilà, peut-être ça serait des réponses plus complètes, je pense, et ça permettrait aussi au pouvoir public de se faire une idée peut-être un peu plus précise de ce que veulent et de ce qu'anticipent les acteurs. Moi, j'aurais peut-être juste une question de mon côté, ou une remarque aussi. Personnellement, j'ai pas levé la main pour le pour 24/7, mais j'ai quand même la sensation qu'aujourd'hui, on n'arrive pas bien à pricer la flexibilité verte du réseau. Aujourd'hui, effectivement, le 24/7 paraît super intéressant, puisqu'il va permettre de voir ce stress pendant les heures de nuit, par exemple, versus la surproduction pendant la journée. Mais autant on a essayé de répondre à la question, et on a bien vu que personne n'était véritablement à l'aise de dire à 100% on va sur le 24/7 et avoir 8670 heures par an. Mais est-ce que la solution, ce ne serait pas essayer de faire quelque chose d'un peu plus granulaire, mais sans pour autant aller directement dans du 24/7 ou du mensuel? Aujourd'hui, la flexibilité, bien sûr, elle est sur plein de niveaux différents, mais si on regarde vraiment dans une maille précise et on essaie d'avoir l'analyse du stress dans la journée, on voit que globalement, c'est jour-nuit. Est-ce qu'une solution un peu hybride, par exemple un peu un produit peak et off-peak de matching mensuel, ne serait pas une autre alternative?
Oui, pourquoi pas. Non, moi je suis très à l'aise de dire que je ne pense pas que, encore une fois c'est un problème intrinsèque, je sais que je me répète, intrinsèquement la géo ne peut pas donner de signal prix à cette finesse parce qu'il n'y a pas de peur derrière, il n'y a pas de menace. Donc ça, pour moi, c'est assez clair. Et après, les granularités intermédiaires, en fait, à mon avis, c'est quand même assez binaire dans la vocation. Ça veut dire que pourquoi annuel et mensuel, c'est juste un peu mieux que annuel, c'est qu'en fait, on rajoute un prix du mégawattheure base à des projets potentiels de PPA. Et tout ce qui est équilibrage est assuré par le marché de l'électricité. Je rajoute quand même avec le quota carbone qui donne cette notion décarbonée, ces incitations prix de trouver plutôt des moyens décarbonés dans les moyens de pointe ou des moyens de flexibilité nécessaires, etc. Donc pour moi, il y a une cohérence totale dans l'ensemble du mécanisme. Du coup, de ce point de vue-là, c'est assez simple, quoi. Je veux dire, soit on est sur de la granularité dans les familles, on rajoute du mégawattheure à la base, soit annuel ou mensuel, c'est surtout pour éviter les accumulations de volume des années précédentes. Ça, c'est l'urgence absolue. Et après, voilà, si certains pensent que ce signal prix est possible, encore une fois, expérimentalement, allez-y. Je te regarde toi, du coup. À partir du moment où on fait apparaître l'horaire, toute combinaison de l'horaire est possible. Donc du peak of peak ou pic solaire, c'est si je suis bien le raisonnement, c'est possible. Après, si on considère que le pic solaire et qu'on se réduit à ces produits-là, on ne prend pas l'horaire, mais on prend le pic solaire, on va se poser la question de l'éolien qui produit sur certains jours et pas sur d'autres, et pourquoi en fait on l'a fait pour le solaire et pas pour l'éolien. La question c'est, est-ce que ne pas directement aller au produit qui permet de capter toutes les spécificités des installations renouvelables, quitte à refaire des recombinaisons par après, faire de l'horaire, ça n'empêche pas de les regrouper en mensuel. Hein. Oui, moi je voulais partager un avis, ou ce qu'on vit en tant que praticien de marché des EAC et d'Ego en particulier. Pour nos clients, parce que chez Engie, je rejoins bien sûr la position d'Élodie, mais pour nos clients qui ne sont pas embarqués dans les PPA, l'Ago qu'on achète de son producteur d'élec ou à côté, c'est une très faible promesse. Franchement, les règles actuelles du marché de l'Ago ne sont pas bonnes. Le statu quo actuel n'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on va faire un meilleur travail, un travail plus qualitatif, plus vertueux avec nos clients sur la décarbonation. Le statu quo, je vous le dis, c'est pas bon. Est-ce que le pas horaire, c'est la cible absolue? Non plus, c'est pas ce qu'on dit. Mais il faut sortir du statu quo pour, au fond, redorer la promesse de décarbonation que l'on fait à nos clients, d'un point de vue disclosure, et puis d'un point de vue aussi de sa valeur financière. Donc moi, franchement, un client, et tous les jours, qui achète 15 gigas, 20 gigas, et hop, c'est bon, il est vert sur son scope 2 pour l'année prochaine, et il a acheté des Go 24 norvégiennes pour aller en face de son décide de consommation en Italie, c'est catastrophique. C'est pas bon. Il faut quand même qu'on se le dise tous. Si c'est ça la promesse éternelle de l'Ago, ce marché est mort. Donc, il y a une tête, il y a une locomotive là, il y a une tête de pont. Pas horaire, peut-être pas horaire. Il y a plein de pas intermédiaires. Mais sortir du statu quo, et je vous le dis en tant que praticien, c'est une nécessité. Et on n'a pas non plus des années devant nous, si on veut que ce soit fait sérieusement. Voilà. Merci beaucoup parce que ça fait vraiment la transition. Moi, je garde toujours le même cap. Je relis la question qui est sur la diapo, garantie d'origine par mensuel horaire ou les deux. Écoutez, moi je reviens sur la question de tout à l'heure. Et je suis très clair là-dessus. Et bon, c'est à tout le monde de jouer. Donc moi je consulte les parties prenantes. Hein, c'est un peu le métier. Voilà, la DGEC, on écoute tout le monde. Et la question, moi je la reformule autrement parce que tel que c'est écrit, pour moi ça ressemble plutôt à une mesure, mais ça c'est personnel. Donc voilà, parce que là je ne peux pas parler à la place de mon collègue qui s'occupe explicitement de cette partie-là.
Moi, je posais la question plutôt autrement. Doit-on rester sur le book and claim ou faisons le pas vers le bilan massif? Moi, je pose comme ça la question. Après, c'est à tous les parties prenantes de s'écharper, de discuter, de dire « moi, j'aime pas ça, moi, j'aime ça ». Et là où je suis d'accord avec Michael, c'est que ce qu'on doit mesurer, c'est effectivement l'effort fait par la tonne de CO2 évité. D'ailleurs, les textes européens, c'est un des piliers de la décarbonation en France, c'est le même. C'est le principe de la primauté de l'efficacité. Donc ça, c'est sûr que c'est le premier pilier. Donc, et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller quoi qu'il en soit, parce que c'est ça la vraie mesure, et c'est de plus en plus, ça va être la monnaie courante dans les futurs appels à projets pour la décarbonation. Donc ça va se mesurer plutôt dans ce sens-là. Ensuite, je me permets de revenir quand même justement sur le full disclosure. Déjà, on a beaucoup parlé, par horaire, que ça veut dire, que l'implication sur le marché, etc. Bon, bah, très bien. Mais quand on fait un full disclosure, surtout dans le cas particulier de la France, bah, qu'est-ce qu'on va faire entre le renouvelable, le bas carbone et le carboné? Parce que là, on a une fragmentation sérieuse. Ça, c'est une des questions. Et il y a une autre remarque, et là, elle n'est pas du tout compatible avec le full disclosure, c'est qu'en France, on a toujours le tarif réglementé de vente. Or, ce tarif, il est fixe. Donc, il ne peut pas évoluer avec les garanties d'origine. Donc, ça veut dire que ceux qui sont abonnés au tarif réglementé de vente, bah, ils vont se retrouver avec le mistigris. Parce qu'ils ne peuvent pas participer à la course à l'échalote pour s'acheter des garanties d'origine renouvelables bas carbone. Ils ne peuvent pas, tout simplement. Et le tarif de vente d'électricité, le tarif réglementé de vente d'électricité, je ne sais pas qui a évoqué tout à l'heure l'histoire des gilets jaunes, etc. Bah, on est plein dedans. Voilà. Donc il y a aussi un peu l'aspect justice sociale dans la transition énergétique qu'on va se heurter assez rapidement si on ne fait pas attention à tout ça. Donc pour résumer, je remercie beaucoup monsieur pour avoir eu le courage de dire ce qu'il avait sur le cœur. C'est ça la question. On reste dans un paradigme de book and claim où fait-on le pas vers le bilan massif. Voilà. Et c'est ça, j'espère que ça va donner beaucoup de réflexion à tout le monde. Au sein de l'État, on reçoit tout le temps des contributions diverses et variées dans tous les sens, donc ce qui fait que c'est difficile, c'est vraiment difficile à peser et à mesurer tout cela, parce qu'encore une fois, on est quand même le propriétaire de ce schéma de certification. Et moi, aujourd'hui, je transmettrai à mon collègue qu'effectivement, il y a un certain besoin qui a été exprimé d'évolution. Mais encore une fois, là, sur ce sujet, d'après ce que j'ai écouté aujourd'hui, sachant qu'il y a une partie des autres parties prenantes qui ont peut-être d'autres avis ne sont pas présentes, ça va être assez fastidieux. Et je reviens à ce que tu disais, Michael. Le problème, c'est pas si c'est fastidieux ou complexe. S'il faut le faire, il faut le faire. Hein. Ça, il n'y a pas de discussion. Et enfin, quelque chose dont on parle rarement, donc on est quand même dans le monde du numérique avec ce type de certificat. Et le monde du numérique, bah, il ne tourne pas à l'essence, ni au gasoil, ni à l'uranium, il faut de l'électricité. Et tout changement, il faut qu'on fasse attention aussi quel est le coût, donc pas uniquement financier, mais aussi le coût énergétique, et ce que là ça peut représenter. Moi je pense que c'est toujours, ça vaut la peine, mais c'est mieux de discuter quand on a des chiffres. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je crois que cette fois on a fait le tour des questions qui ont été assez riches, et des remarques aussi. Je remercie les différents intervenants, et puis il y a un petit cocktail qui est organisé. Donc, merci.